Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bonjour Guillaume. Bonjour Armelle. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ta carrière professionnelle et ensuite en tant qu'élu ? Je ne sais pas s'il y avait des signes précurseurs, mais en tout cas, enfant, j'étais plutôt très actif. Beaucoup de sport, beaucoup de musique, beaucoup de montagne. Moi, j'ai pas grandi à la montagne. En tout cas, j'y allais que pendant les vacances. Et j'avais un rêve d'enfant depuis que j'avais 8-9 ans. On allait en vacances dans le Beaufortain et je disais à mes parents, quand je serai grand, de toute façon, j'habiterai à la montagne. Pour moi, ça a toujours été un très bel espace de liberté. Et donc, en tout cas, dans mon enfance, ce qui m'a guidé, voilà, c'est cet amour de la montagne et aussi toujours cette envie, via le sport, via la musique, d'être dans le collectif. Puisque j'ai fait pas mal d'événements, de compétitions sportives, d'événements musicaux, hein. Donc voilà, c'est cette envie de faire ensemble qui m'a dès l'enfance pourrait caractériser ce début d'engagement. J'imagine que t'es pas devenu maire tout de suite à la sortie de l'école. Qu'est-ce qui a précédé cet engagement et ensuite qu'est-ce qui t'a poussé dans cet engagement ? Donc, comme je te disais, j'étais voilà dans la vie associative sous de multiples casquettes. C'est vrai que j'ai toujours eu envie de changer les choses, que ce soit à l'école, à l'université, au début de ma carrière professionnelle. J'étais toujours dans cette envie de faire bouger les lignes parce que ce qu'il y avait ne me convenait pas. Et à un moment donné, quand les choses ne te conviennent pas, eh bien, il faut se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Donc, ça a été un peu le début, en fait, au niveau associatif, au niveau représentation des personnels dans ma carrière professionnelle. C'est des choses qui m'ont vraiment guidé. Et puis, il y avait aussi, moi je me rappelle en 2002, il y avait ce fameux discours de Jacques Chirac à Johannesburg qui disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et ça, je dois avouer que j'avais 22 ans et je m'étais dit, si même Chirac dit ça, c'est qu'il va falloir se retrousser les manches. Et on peut dire en tout cas que ça a été le début de mon engagement environnemental. Malheureusement, j'aurais envie de dire, depuis 20 ans, il y a des choses qui ont changé, il y en a d'autres qui n'ont pas assez changé. Et c'est dommage qu'on n'ait pas gardé cette ligne de mire que Chirac nous avait donnée, parce que je pense qu'ils avaient déjà un très bon diagnostic dans les années 2000 et on n'a peut-être pas eu le courage ou on n'a pas été capable de le suivre. Alors, si on en vient à ta fonction actuelle, c'est ton premier mandat en tant que maire, mais tu as avant été dans une liste d'opposition. Combien de temps ça prend de se faire élire ? Ça dure combien de temps une campagne ? Alors, ça dépend. Je dirais une campagne, c'est tout le temps. Il y a une période officielle, mais finalement une campagne c'est en permanence et je pense que c'est aussi via l'engagement que j'ai pu avoir, que mes colistiers ont pu avoir, qui fait que il y a eu un projet aussi qui a été déterminé et qui a pu donner sens. Je pense que c'est de la cohérence aussi dans ce qui est proposé. Et une campagne, c'est à partir du moment où on met le doigt dans la vie publique. On est un petit peu en campagne tout le temps, heureusement et malheureusement. Comment t'as vécu le soir de l'élection ? Alors, tout le monde m'a fait la même remarque, que j'étais très stoïque, très calme, pas de joie spécifique.
alors que je l'étais vraiment intérieurement. Et non, surtout, voilà, je dirais le plaisir de voir un projet aboutir, un projet politique, en tout cas le début d'une histoire. Et je pense que 4 ans plus tard, eh bien, on peut que regarder justement ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Je pense qu'on peut pas nous reprocher grand-chose par rapport à la ligne politique qu'on avait donnée. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de loup. Plutôt une gestion à la fois sérieuse et à la fois audacieuse de la commune. Je pense on porte ce volet de la transition des stations de montagne. On a été la première grosse station de montagne à porter ces nouveaux préceptes, je dirais. Et donc ça nous a donné en tout cas une belle opportunité de porter cette transformation sur l'échiquier, je dirais régional et puis national. Avec une très belle reconnaissance pour la société d'exploitation du domaine skiable qui est labellisée Bicorp, et je crois que c'est une première au monde. Oui, alors c'est vrai que au-delà de ça, au-delà de l'aspect liste, qui est vraiment, je dirais, une réunion de personnes qui se sont retrouvées autour d'un projet et on a découlé des amitiés. Et ça, je pense que c'est extrêmement fort. Il y a aussi eu au niveau du domaine skiable, au niveau de l'office de tourisme et avec les élus, une vraie connivence qui s'est créée, avec des orientations en même temps très actuelles et qui sont dans une prospective en se posant beaucoup de questions sur comment on va avancer sur ces territoires de montagne. On a tous aux alentours de 40-45 ans avec des enfants qui sont en train de grandir sur ce territoire et on veut surtout pas faire de bêtises et leur préparer le mieux qu'on peut l'avenir sur ce territoire qu'on aime tant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu as pris tes fonctions de maire ? Alors, plusieurs choses. De manière générale, c'est la satisfaction de voir les projets aboutir, parce qu'on se rend pas compte à quel point un projet public est fastidieux, est long et parfois complexe à mettre en œuvre, alors qu'un projet privé l'est beaucoup moins, de manière générale. Et c'est vrai que quand on arrive à la phase inaugurale, c'est une vraie satisfaction de se dire bon bah voilà, on a bien bossé, c'est vraiment une belle chose de faite. Et puis après dans les 2 anecdotes que j'ai, la première qui me vient en tête c'est le funiculaire quand on arrive pendant l'été 2020 où à la fin de l'été on est dit là il y a un truc qui va pas, il y a des choses qui bougent, etc. Et là on a tiré la pelote de laine et on a dû trouver 15 millions d'euros pour justement remettre complètement à neuf ces rames de funiculaire, alors que ça faisait partie de notre programme, en disant bah justement le funiculaire doit devenir un outil de transport public sur notre vallée. Et d'ailleurs, donc on a fait ces gros travaux pendant 3 ans, donc ça a mangé une grosse partie de notre budget, de notre capacité d'investissement. Pendant 2 étés, on n'a pas pu l'exploiter. Par contre, là, depuis 2 ans, on tourne à plein régime et là, de voir qu'on fait plus 40% de fréquentation entre 2019 et puis 2023, on se dit bon bah là on a quand même acté. Puis un funiculaire, voilà, on arrive quasiment à 900 000 passages par an. Ça veut dire que dans notre volonté de mobilité et de décarbonation, bah voilà, on a cranté en tout cas le sujet. Une autre qui me vient en tête, c'est la crise des forfaits de ski pour les gens du pays. Ça a été très très dur parce que on se prend une vraie injustice dans la tête et on est un peu entre le marteau et l'enclume, entre l'État qui nous dit maintenant c'est comme ça que ça se passe et puis notre population dont nous faisons partie. Faut pas oublier que les élus c'est avant tout des représentants du peuple. Et là, on se dit, mais comment on va se dépêtrer de ce problème, de cette affaire? Et on a pu quand même, heureusement, trouver une issue, notamment pour les enfants. C'est ce qui nous tenait à cœur. Et on a fait un petit dispositif qui s'appelle le passe-passe. C'est un petit clin d'œil justement à cet épisode, en disant, bah voilà, on va essayer de contourner, la règle. C'est un forfait multisport et multi-activité dans lequel il y a la piscine, le ski, la médiathèque, le cinéma, un pass culture et sport pour tous nos enfants. Et ça, on est vraiment très heureux d'avoir pu faire d'une contrainte une opportunité. J'adore le pied de nez. Si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi la plus grosse erreur que tu as fait et surtout le plus important, qu'est-ce que tu en retiens? Franchement, là, depuis que je suis maire, j'ai pas de regrets. On avait tout bien organisé en amont en sachant là où on voulait aller. J'ai juste un truc qui me revient quand j'avais 27 ans, c'est qu'un jour j'ai pas su dire non. Et cette fois-là où je n'ai pas su dire non, pendant 4 ans je l'ai regretté. Donc voilà. Non mais t'en as trop dit ou pas assez, il faut que tu détailles un peu. J'ai pas su dire non à un projet. Et voilà, le temps de repartir de ce projet, ça m'a mis 4 ans, mais ça m'a causé beaucoup de tort, alors qu'au début, je n'avais pas envie d'y aller. Et voilà, c'est des situations qui font qu'à un moment donné, quand on sent qu'il faut pas y aller, eh bien, il vaut mieux dire non sur le coup, même si ça fait mal,
plutôt que de le subir pendant un temps long. Et à contrario, est-ce que tu as eu des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Ah bah forcément, je pense que là au niveau de la fonction de maire et avec l'équipe que j'ai le plaisir avec laquelle j'ai le plaisir de travailler, c'est vraiment d'avoir cette innovation au niveau des stations de montagne et de commencer justement à être reconnu en tant que tel, de dire bah voilà 4 ans plus tard, Bourg-Saint-Maurice, il y a les résultats qui arrivent et ce qui pouvait passer pour quelque chose d'un petit peu peut-être un petit peu audacieux, maintenant rentre au fur et à mesure la norme. Je vais prendre l'exemple du moratoire sur les constructions touristiques, puisqu'on a été les premiers à justement parler de cette problématique sur nos stations. Maintenant, c'est quelque chose qui est repris, notamment dans les rapports parlementaires, etc., pour comment aider la montagne à reprendre vie, notamment en améliorant l'habitat à l'année. Donc ça, je pense que c'est vraiment la plus belle récompense qu'on peut avoir, c'est de voir qu'en fait, ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis en place, porte ses fruits et maintenant est repris à titre d'exemple au niveau national. Les maires, vous êtes souvent, et surtout dans les petites communes, vous êtes souvent exposés à des critiques assez vives. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que finalement tu vas puiser ta motivation pour tenir? Alors, on a beaucoup de chance. C'est rarement difficile. Ou alors, j'ai peut-être un caractère qui est plutôt d'ordinaire optimiste. Non, c'est rarement difficile. J'ai de la chance d'avoir de ma famille proche, mes enfants, mon épouse, voilà, qui sont très proches. On est très proches. On fait beaucoup de montagnes. Je pense qu'il y a aussi un côté salvateur d'aller prendre l'air. Des amis avec lesquels, bah voilà, on a l'occasion d'aller boire un verre, une bière, voilà, qui permet aussi de relâcher régulièrement la pression. Une équipe d'élus aussi, voilà, on est 24 élus. Il y en avait aucun qui avait fait de la politique avant. Il n'y en avait aucun. Et on s'est retrouvé dans ce grand bain qui est absolument passionnant, mais on n'avait pas forcément les codes, les outils, etc. Et on a réussi très rapidement à se mettre au travail là-dessus. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, des amitiés qui naissent avec de l'implication et de la solidarité de cette équipe d'élus. Donc voilà, ce qui fait que je suis plutôt dans une position de sérénité, c'est-à-dire avec une ligne de conduite, on sait où on veut aller, des objectifs, et puis une équipe qui est là, on partage beaucoup de choses. On a un fonctionnement extrêmement démocratique entre nous. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose à spécifier. C'est justement un fonctionnement démocratique où c'est pas le maire tout seul qui décide avec un ou deux adjoints. Non, c'est vraiment les grandes décisions. Tous les mois, on se retrouve et on partage les grandes décisions à venir. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Eh ben, ça fait référence un peu à cette période de jeunesse quand j'avais 25 ans, là, quand je rentrais dans la vie active. C'est vrai que j'étais en colère contre beaucoup de choses. J'étais en colère contre la société. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de changer le monde. On était dans une période, je sais pas si tu te rappelles, c'était la période de Attaque. Ah oui. Voilà. C'est très violent. Ouais, enfin c'était la taxe Tobin, c'était les gens qui militaient pour la taxation des bénéfices. Donc finalement, c'est d'autant plus d'actualité presque 20 ans plus tard. Mais ils avaient quand même une phrase que j'aimais bien, c'était agir local et penser global. Et ça, j'aimais beaucoup ce slogan. J'ai un oncle qui était maire de sa petite commune là et qui m'a dit mais franchement, voilà, vas-y, hein, engage-toi. Et comme je disais tout à l'heure, mets les mains dans le cambouis et puis voilà, change des choses si elles ne te conviennent pas. Et je pense que ça, c'était vraiment c'est un conseil salvateur de dire bah oui, on a le droit de critiquer, mais on a le droit de construire aussi. Et j'ai gardé plutôt la deuxième phase, et puis je garde quand même un peu d'esprit critique forcément. Quel est le meilleur conseil que tu aies donné, ou éventuellement quel conseil est-ce que tu donnerais à un citoyen qui aimerait se lancer dans une carrière politique locale? Et ça, c'est une vaste question. Il faut avoir cette envie en fait d'aller au contact. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément toujours facile, mais c'est vrai que c'est une fonction qui est tellement passionnante. Et puis, en gros, nos habitants, ils ont que deux figures, hein. C'est le maire et le président de la République. Et donc, le maire est un peu plus accessible, mais il faut y aller. Il faut aller voir tout ce qui est les associations de terrain qui permettent aussi, de maintenir ce lien social qui est pas évident à garder. On sent en ce moment qu'il y a un peu de repli sur soi sur certains sujets, et c'est vrai que voilà, toutes les assos, qu'elles soient sportives, culturelles, à vocation sociale, elles font un boulot remarquable. Et puis lire, se documenter, il y a énormément de choses qui changent. On est dans une société où l'information va extrêmement vite, où les lois vont extrêmement vite aussi. C'est un travail de longue haleine, mais qui permet justement d'avoir une vue globale de tous les enjeux, hein. On peut parler d'urbanisme, on peut parler d'économie, on peut parler de tourisme, d'environnement. On a un État qui
qui est assez présent, avec beaucoup de documents, mais des fois la mise en œuvre est parfois un petit peu compliquée. Donc voilà, mais en tout cas, faut y aller. Et puis c'est toujours une aventure, qu'on gagne ou qu'on perde. Moi, j'aime beaucoup cette formule de Mandela, hein, qu'on gagne ou qu'on perde. Même si je perds, j'apprends. Donc je ne perds pas. Tu l'as dit, les concitoyens, ils ont que deux figures finalement, le président et puis le maire. Sauf que le maire est plus accessible. J'imagine que ça doit t'arriver des fois. Tu es dans des moments privés avec ta famille, en montagne peut-être, et tu es abordé par des citoyens qui te posent des questions. Comment tu fais pour gérer ces moments-là où t'as peut-être pas forcément envie de défendre un bilan ou une position, mais plus envie d'être en famille, tranquille? Je coupe rarement court en général. Je prends quand même le temps de discuter quelques instants. Après, ils ont l'habitude, donc ils continuent leur chemin. Et puis je les rattrape plus tard. Et puis voilà, au bout de 5 minutes, je dis voilà, ma famille est partie, je vais les rejoindre et ça se passe très bien. On a cette chance-là en Savoie et notamment en Tarentaise où même si les gens ne sont pas d'accord, on n'a pas d'agression, comme on a pu le voir récemment sur d'autres élus de la République. Donc voilà, on essaie de conserver au moins ce climat serein. Et je pense que c'est aussi la grande chance qu'on a effectivement en Tarentaise, c'est qu'on va pas avoir d'agression physique ou verbale en pleine rue. Les industries des sports outdoor et du tourisme, en particulier en montagne, ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand j'avais 25 ans, je faisais du trail et du ski de rando. À l'époque, c'était assez peu démocratisé, mais j'étais persuadé que ça allait être quelque chose qui allait monter en puissance. Et c'est vrai que ces deux activités notamment, voilà, ont connu une progression quasiment exponentielle depuis une quinzaine d'années. Après, il y a le rapport à la nature aussi qui a changé, mais aussi un rapport de la nature avec beaucoup d'antagonisme. Il me vient tout de suite ces images qu'on voit très souvent en montagne avec tous ces vannes, les week-ends qui commencent à se mettre en montagne pour aller camper, etc. Phénomène qui n'existait quasiment pas il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'en fait, on a besoin plus que jamais de nature, et en même temps, notre impact de notre pratique fait que on a d'autant plus d'impact justement sur la nature. Alors, et il n'y a pas de formule magique en fait. C'est-à-dire, on voit bien, hein, tout le monde a envie d'aller en montagne, aller faire un bivouac, etc. Moi-même, hein, le premier. C'est une augmentation des activités de nature et en même temps cet antagonisme avec notre impact sur la nature dès qu'on commence à s'immerger de plus en plus dedans. Du coup, comment tu vois les choses ou comment tu aimerais que les choses soient dans les 10 prochaines années? Alors les prochaines années, elles vont être sacrément cruciales. Et c'est vrai que les changements qui vont s'opérer sur les 30 années à venir sont déjà irrémédiables. Donc on est aussi dans une période de transformation intense dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, dans l'environnement, dans notre société. Et c'est vrai que voilà, on a une trajectoire où on essaie d'être dans un mode un peu plus résilient, en transformant les mobilités, en diversifiant notre économie, en améliorant la production agricole locale. Mais c'est vrai que je pense que le changement majeur, en tout cas que moi que je vois, hein, mais ça n'engage que moi, c'est qu'il va falloir passer d'une économie qu'on pourrait dire extractive à une économie régénérative. Alors, c'est une pensée aussi qui est donnée par le Conseil des entreprises pour le climat. Et je pense que ça va être vraiment ça le changement majeur, c'est être plutôt dans une société de la régénération que de la production à tout va. Et je pense que les entreprises de l'outdoor, elles auront un grand rôle à jouer là-dessus, puisqu'on voit bien, moi-même en tant que consommateur de produits de montagne, on a un cycle de produits qui est quand même assez peu vertueux. Je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Après, on voit que ça commence à tâtonner, mais on n'est pas sur un modèle qui est loin d'être à maturité là-dessus. Bon, alors on a du pain sur la planche pour les 10 prochaines années. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou un documentaire ou un film à regarder? J'avais un documentaire, celui qui m'est tout de suite venu à l'esprit là, c'est un documentaire qui s'appelle Démocratie, qui n'est pas très connu, qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc c'est le collectif Datagueule qui l'avait réalisé, il était passé sur Arte. Et en fait, dans ce documentaire, on se pose la question de qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui? Dans quel état est-elle? Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, pourrions-nous la réinventer? Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que quand on était allé voir ce documentaire-là avec quelques amis, donc en 2018, eh bien, à la suite de cette projection, on va boire un verre forcément. Et là, on se dit, notre démocratie, et notamment notre démocratie locale, ne va pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, on vote pour des élus. Pendant 6 ans, il n'y a plus d'interaction avec les habitants.
et on revote pour eux 6 ans plus tard, et puis on est content, on n'est pas content. Et donc justement, ce documentaire a été un vrai flash pour moi, pour nous, où on a dit il faut mettre davantage d'instances de démocratie participative. Et donc ça a été les premiers chantiers qu'on a fait quand on a été élus. Donc on a mis en place un conseil des enfants, on a mis en place un conseil citoyen, on a mis en place un budget participatif. Alors c'est des petites choses, c'est pas suffisant, mais en tout cas ça avait été un documentaire qui avait été extrêmement éclairant pour ma part. Et après j'ai un podcast que j'avais envie de vous partager, qu'on retrouve sur Insta notamment, ça s'appelle l'Esprit critique, et ça décortique en fait toutes les manières de s'exprimer des politiques ou des journalistes, qui décortiquent la rhétorique qui est employée. Et je trouve que c'est toujours intéressant, c'est assez neutre, et ça j'aime bien quand il y a ces analyses un petit peu inédites des discours que l'on peut avoir dans les différents médias. Merci beaucoup Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice, les Arcs, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 3 points clés et le slogan à retenir. Le premier, c'est que il faut écouter votre voix intérieure, suivez votre instinct et s'il le faut, n'ayez pas peur de dire tout simplement non. Le deuxième point, quand c'est difficile, allez vous aérer en montagne pour relativiser et prendre de la hauteur. Le troisième point, nous sommes dans une période de transformation intense, mais il nous faut encore passer d'une économie extractive à une économie régénérative. Et enfin, le slogan de l'épisode, agir local et penser global. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.